Les creepypastas. Si vous traînez sur internet ces 5 dernières années, vous en avez sûrement entendu parler. Ce sont des légendes généralement urbaines créées par les internautes, basées généralement sur une image, une vidéo, un son ou encore un dessin animé par exemple. Dans ma vidéo d'Halloween 2020, j'ai pu vous parler des challenges horrifiques des réseaux sociaux. Momo, Ayuwoki, Mr. Chuckleteeth et finalement Eratas. Eh bien, ce sont eux aussi des creepypastas. Considérez ces 3 dernières vidéos comme le début d'une nouvelle série sur ma chaîne. Bonjour, vous regardez Mario 25 et aujourd'hui, nous allons parler des creepypastas. Je vous préviens de suite, aucun screamer ne sera présent ici. Dans cette vidéo, vous retrouverez certaines histoires extrêmement connues, mais également quelques-unes souvent oubliées, pour diverses raisons. En parlant de creepypasta connues, je vous propose de commencer avec celle qui est certainement la plus connue de tous les temps, et ce pour certaines raisons assez malheureuses, Slender Man. Tout commence le 10 juin 2009, quand un certain Erik Knudsen, de son pseudo Victor Surge, posta 2 montages photos pour un concours sur les forums de Something Awful. Le résultat est 2 photos en noir et blanc représentant des enfants qui s'amusent en arrière-plan, et une étrange silhouette allongée d'un homme sans visage portant un costume et avec les bras excessivement longs. Ces 2 images étaient accompagnées de 2 citations, de 2 témoignages. Nous ne voulons pas y aller, nous ne voulons pas les tuer, mais ce silence persistant et ces bras étendus nous terrifient et nous confortent en même temps. 1983, photographe inconnu, présumé mort. L'une des 2 photos retrouvées dans l'incendie de la bibliothèque de la ville de Sterling, notable pour avoir été prise le jour où 14 enfants ont été enlevés par ce que l'on appelle le Slender Man, l'homme maigre, détail cité par les autorités. Un incendie a eu lieu à la bibliothèque une semaine plus tard, photographie originale conservée comme preuve. 1986, photographe Marie Thomas, disparue depuis le 13 juin 1986. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à internet pour commencer à créer de multiples légendes sur ce personnage. Mais la plus connue est sûrement celle provenant de la web-série /ARG, Alternate Reality Game, Marble Hornets, datant de 2009. On pourrait aussi citer le jeu vidéo Slender, mais celui-ci est apparu bien après la série, en 2012. Un film centré sur le personnage a d'ailleurs vu le jour en 2018. D'après la légende, Slenderman était avant tout un homme réel américain, ayant subi un accident qui l'aurait défiguré quand il était enfant. Slender n'a pas eu une vie facile, moqué et même harcelé par les autres enfants de son âge. Son seul refuge reste sa chambre, où il passait la plupart de son temps dans des comics. Le jour où il voulut essayer son nouveau vélo, les autres gamins ne se firent pas prier pour le renverser, mais également pour le détruire. Il vient d'une famille très religieuse, une famille qui l'emmenait à la messe tous les dimanches. Suite à son accident, le pauvre enfant insulta et renia Dieu. On dit que c'est Dieu lui-même, qui suite à cet événement, lui a retiré son apparence humaine, en le faisant se jeter dans l'étang et éclater son visage contre les rochers du fond du lac. Son costume est celui qu'il a pu créer en s'imaginant super-héros enfant. Il est basé sur celui de son père, avec une cravate rouge en plus de tout, bien que celle-ci n'était pas sur les montages d'Erik Knudsen. Et voilà une bien belle histoire, mais en même temps, une des plus modifiées et incompréhensibles, due déjà à son ancienneté et à ses nombreuses modifications au fil du temps. Si Marble Hornets vous intéresse, je vous mets en fiche info une très vieille vidéo de Feldup expliquant clairement cette émission. Passons à la prochaine histoire. Si les creepypastas sont aujourd'hui souvent décrédibilisées, c'est sûrement car nombreuses d'entre elles sont des histoires peu crédibles concernant un épisode perdu ou interdit d'un dessin animé de notre enfance. Red Mist n'échappe pas à la règle. Cette histoire datant de 2010 vient des forums de 7chan, où un utilisateur disant avoir fait ses stages chez Nickelodeon en 2005 raconta ses mésaventures au sein de l'entreprise. Travaillant avec les monteurs et animateurs, il a eu la chance de regarder en avant-première les nouveaux épisodes avant leur diffusion. Le studio venant de sortir leur nouveau film, la saison 4 a pris beaucoup de temps à arriver. Mais ça serait également pour une toute autre raison. Le premier épisode de cette nouvelle saison se devait être A Fear of a Krabby Patty, ou Ouverture non-stop en VF. Et les monteurs venaient juste de le recevoir. Les animateurs ont l'habitude de mettre un titre sous forme de blague au début de l'épisode, comme par exemple How Sex Doesn't Work, littéralement comment le sexe ne fonctionne pas, à la place de Rock a by Bevelve, pour l'épisode où Bob et Patrick adoptent une coquille Saint-Jacques. Cette fois-ci, la title card était Squidward Suicide, ou Red Mist, d'après les versions les plus récentes de l'histoire. Étrange, mais rien de spécialement étonnant. L'épisode commence avec Carlo jouant de la clarinette. On entend Bob rire derrière. Carlo lui dit d'arrêter et l'informe qu'il a un concert ce soir-là, et il a besoin de s'entraîner. Lors de ce dit concert, quelques frames de la vidéo se répètent. À la fin, on peut y entendre des cris de spectateurs déchaînés,
mais décrit beaucoup trop réaliste concernant les paroles prononcées. Même Bob l'éponge s'y met. Les spectateurs avaient apparemment tous des yeux rouges très réalistes. Le plan suivant, on y voit Carlo, seul, en train de pleurer, assis sur son lit. On peut entendre une tempête qui commence en arrière-plan, avec également un son beaucoup trop réaliste. Après avoir entendu une sorte de rire, l'écran se brouilla, et certaines images subliminales d'enfants morts apparaissent à l'écran. Le plan suivant revient sur Carlo, pleurant toujours avec cette fois-ci du sang sortant de ses orbites. Après de nombreuses images glauques, dont je vous passerai les détails, on voit Carlo prendre un fusil de chasse et se tirer une balle dans la bouche. L'épisode se termine sur le cadavre de Carlo. Voilà, c'est tout. Il est vrai que c'est une histoire très peu crédible, je vous l'accorde, mais qui a pourtant marqué internet, à tel point qu'en 2019, une référence a été faite à Red Mist dans un réel épisode de Bob l'éponge. SpongeBob in Random Land, ou Bob à Hazardville en VF. Même si elle a été plus tard supprimée et remplacée par une image de Carlo bébé. Pour la petite anecdote, dans ce même plan, on peut y apercevoir une représentation assez spéciale de Bob, Carlo et Patrick en fond. Eh bien, c'est également une référence à une ancienne bande dessinée, Patrick the Ride, publiée dans le Nickelodeon Magazine et écrit par Kaz. Oh tiens, Mickey. Et en parlant de Mickey, Squidward Suicide ne vient pas de nulle part. Elle est inspirée de deux autres histoires, Suicide Mouse et Dead Bart. Une autre histoire que je vous passerai car beaucoup trop ressemblante à ces deux autres récits. Le 25 novembre 2009 est postée une vidéo sur la chaîne YouTube de Nekwan, Suicide Mouse, Unseen Freaky Footage. Cette vidéo montre Mickey Mouse, célèbre personnage de Walt Disney, marcher avec une musique de piano désaccordée à l'arrière. Sa marche est accompagnée à certains moments de bruitages tout aussi glauques les uns que les autres. Au bout d'1 minute 50, la vidéo devient noire, pour au final recommencer vers 2 minutes 40. À partir de là, tout s'accélère. La marche de Mickey devient de plus en plus rapide, et la vidéo tremble de plus en plus. Les cris d'une femme commencent à apparaître, et deviennent de plus en plus forts. Le cartoon finira par se terminer sur un texte en russe disant « Le spectacle de l'enfer ramène ses voyeurs là-bas ». À partir de ça, toute l'histoire autour a été inventée. Un épisode de Mickey créé pendant les années 1930 est redécouvert par un employé, Léonard Maltin, quand une compilation DVD a été en projet et qu'il a fallu sélectionner les épisodes présents dedans. Cet employé, choqué par ce qu'il vient de voir, finit par se suicider avec l'arme d'un vigile qui passait dans les couloirs des Walt Disney Studios à ce moment-là. C'est certes assez court, mais il y a de toute façon très peu de choses à dire dessus. C'est une creepypasta très banale sans intérêt à vrai dire. Passons à la suite. Les creepypastas concernent la plupart du temps, et comme je l'ai dit au début, une image, une vidéo, un son ou un dessin animé réel. Eh bien, pour une fois, ça concerne un show de marionnettes pour enfants inventé pour cette histoire. Une émission glauque, troublante, terrifiante, avec laquelle beaucoup d'adultes ayant grandi dans les années 70 ont été traumatisés. Ce show passait sur la chaîne 58, à 4h de l'après-midi, entre 1971 et 1972. Trouvant très peu d'informations sur ce dit programme, un utilisateur du nom de SkyShale033 décida de demander sur un forum si quelqu'un s'en souvenait. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette émission ? Ça s'appelait Candle Cove, et je devais avoir 6 ou 7 ans. Je n'ai jamais trouvé la moindre info à son propos, donc je pense que c'était sur une chaîne locale, en 1971-72. À l'époque, j'habitais Ironton. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais je me souviens que c'était à une heure bizarre, genre 4h de l'après-midi. Ça me dit quelque chose. J'ai grandi dans les environs d'Ashland, et j'avais 9 ans en 72. Candle Cove, ça parlait pas de pirates ? Je me souviens de la marionnette d'un pirate à l'entrée d'une grotte parlant à une petite fille. Yes, ok, je ne suis donc pas fou. Je me souviens de Pirate Percy. Il me faisait peur. Il semblait fabriquer avec des morceaux d'autres poupées. C'était vraiment un truc fauché. Sa tête était en porcelaine, comme pour des anciennes poupées. Ça ressemblait à une antiquité qui n'était pas la pièce d'origine. Je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais je doute que ce soit WTSF. Désolé pour le déterrage, mais je vois de quel show vous parlez, Skyshell. Je crois que Candle Cove n'a duré qu'un mois ou deux, et c'était en 71 et pas en 72. J'avais 12 ans et je regardais quelques fois avec mon frère. C'était sur la 58e chaîne. Je ne sais plus quelle station c'était. Ma mère me laissait devant après le JT. Je vais essayer de rassembler mes souvenirs. Ça se passe à Candle Cove, et ça parlait d'une petite fille qui imaginait qu'elle était amie avec des pirates. Le nom du bateau était The Logging Stock, et Pirate Percy n'était pas un très bon pirate, parce que rien le faisait flipper. Il y avait la musique de Calliope en permanence. Je ne sais plus comment s'appelait la petite fille. Janice ou Jade, un truc dans le genre. Je pense que c'était Janice. Ce matin, j'ai rendu visite à ma mère dans sa maison de retraite. Je lui ai demandé de me parler des années 70, quand j'avais 8 ou 9 ans, et si elle se rappelait d'une émission s'appelant Candle Cove. Elle m'a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit
Parce que je trouvais bizarre que tu dises « Maman, je vais regarder Candle Cove ». Puis tu réglais la TV sur une image statique et tu regardais de la neige pendant 30 bonnes minutes. Tu avais beaucoup d'imagination pour ton show de pirate. Donc, Candle Cove n'a jamais existé. Si cette histoire vous intéresse, une série a été créée et inspirée de l'histoire. Channel Zero, Candle Cove. Je ne vais pas continuer à m'attarder dessus étant donné que l'histoire s'arrête là. Passons à la prochaine. Parlons maintenant d'une creepypasta beaucoup moins connue des internautes, mais en tout cas d'un sujet que je connais beaucoup plus. Téléchat. Show animé par des marionnettes et diffusé sur Antenne 2 et la RTBF en 1983. L'émission est surtout connue pour son côté glauque qui a pu traumatiser beaucoup de personnes de cette époque, comme beaucoup d'autres shows de marionnettes de cette époque. Parodie du journal télévisé des adultes, on peut considérer Téléchat comme l'OVNI télévisé des années 80. Sauf que ce n'est pas sur l'émission en elle-même qu'on va s'attarder, même si certains diront que j'aurais pu, mais sur Leguman, une mini-série au sein de l'émission, parodiant les super-héros de l'époque. Celle-ci est assez courte, donc on ne risque pas de s'y attarder longtemps. La légende raconte qu'un épisode spécial de Téléchat devait être produit afin d'en finir pour de bon avec cette émission. Cet épisode devait être une compilation de 55 épisodes inédits de Leguman. Les 30 premiers ont été tournés sans problème. Cependant, les 25 derniers ont connu beaucoup de problèmes. Dans l'épisode 32, la faucheuse devait prendre sa revanche sur notre héros Légume, en invoquant une armée de morts vivants. Un des enfants jouant entre ceux-ci a hurlé de peur, disant qu'une personne l'a attrapé par le bras. L'enfant est mort d'une crise cardiaque. Lors de l'épisode 37, un enfant déguisé en gargouille reçoit un projecteur sur la tête qui le tua sur le coup. Après de nombreux accidents du genre, un des marionnettistes se suicide en se jetant sur les rails du train suite à la perte de son fils sur l'épisode 40, là où il fut électrocuté. Cette histoire a été retrouvée sur un fichier TXT d'une clé USB appartenant à Roland Topor, créateur de l'émission, quand ses voisins se sont plaints de sa disparition. Alors, par où commencer ? Cette creepypasta est extrêmement mal écrite, surtout dans sa crédibilité. Et en dehors des incohérences liées à la série en elle-même, que je ne vous citerai pas, Topor est mort en 1997, et les clés USB sont apparues dans les années 2000. Pour terminer, attaquons-nous à un des pionniers, dû à sa longueur et désormais son âge. Et oui, la première vidéo a désormais 11 ans. Ben Drown est lui aussi, comme Marble Hornets, une web-série /ARG. C'est cette histoire qui a largement contribué à reconnaître le genre creepypasta. Suivant la première version de l'histoire, tout a commencé sur le board X d'un forum américain le 9 juillet 2010. Je vais vous faire un gros résumé de cette histoire car je compte y consacrer une ou plusieurs vidéos à part entière, car elle est extrêmement longue et en plus de tout, son deuxième arc quasiment inconnu en France. Et de toute façon, j'avoue, j'ai pas compris grand chose. Mais également, il y a un troisième arc qui a été terminé en 2020. L'histoire nous est contée par son protagoniste lui-même, Jedusable comme il se fait appeler. Venant d'arriver dans sa chambre d'étudiant à la fac, un de ses amis lui a donné sa vieille N64 pour qu'il puisse y jouer. Il a par la suite trouvé dans un vide-grenier une cartouche grise avec écrit dessus en grand « Majora ». Sauf que, quand il y a joué, il a pu y observer de nombreux dysfonctionnements, comme le fait qu'il se fait appeler Ben à la place de Link, comme il l'avait pourtant choisi. Sa fiction continuera en nous emportant avec lui tout au long de son aventure, avec sa cartouche qui est tentée par son ancien possesseur, Ben. Et bien voilà, on en a terminé avec cette vidéo, qui je l'espère n'aura pas été trop longue. Il reste encore beaucoup d'autres histoires de ce type, que je pourrais peut-être vous parler dans un prochain épisode de la série. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2022. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Mario25. Bonne nuit.